Si le terrain de votre corps est affaibli, vous risquez de développer des maladies. C'est la même chose pour le terrain de votre esprit. S'il est affaibli par des conflits de valeurs, l'ombre et ses problématiques dont l'emprise se développent. Bonjour, bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau. Lorsque l'on entend parler de l'emprise, elle est fréquemment associée au thème de la relation toxique, du pervers narcissique, du manipulateur, etc. Il y a toujours d'un côté le bourreau et de l'autre la pauvre victime. Pourtant, les phénomènes d'emprise sont des jeux que l'on joue à deux et ils sont bien plus répandus que l'on ne croit. Rien n'est jamais noir d'un côté et blanc de l'autre. Deux personnes peuvent être sous emprise l'une de l'autre à des degrés divers. Les emprises se retrouvent aussi dans les relations normales ou apaisées. C'est en regardant les choses depuis la perspective évolutive que l'on appréhende mieux l'origine de l'emprise. L'emprise est une ombre de la conscience égocentrique. Je vais d'abord vous parler de ce qui se passe au niveau collectif. La conscience égocentrique est le deuxième niveau de conscience culturelle de l'humanité. Elle serait apparue sur Terre il y aurait environ 10 000 ans, en antithèse vis-à-vis de la conscience tribale devenue pathologique. L'archétype du guerrier est issu de ce niveau de conscience. La conscience égocentrique voit le monde comme oppressant, rempli de superstitions et manquant d'opportunités d'expression personnelle. Pour réduire la peur face à ce monde tel qu'il est perçu, la conscience égocentrique met en avant des solutions valeurs telles que l'impulsivité naturelle, le respect de soi et de ses propres besoins, l'honneur, l'esprit de conquête, l'héroïsme, etc. C'est la phase d'antithèse. Les valeurs de la conscience égocentrique, gravitant autour de la force, de la recherche du plaisir et du pouvoir personnel, associées aux valeurs de la conscience tribale, permettent une multitude de comportements tels que le fait de savoir être égoïste de manière saine, respecter ses besoins et ses limites, savoir prendre sa place, savoir dire non, savoir faire des choix, etc. Les valeurs de la conscience égocentrique sont exprimées de manière saine car elles sont intégrées avec les valeurs du niveau précédent. La conscience égocentrique est progressivement arrivée à maturité en réussissant à réduire la peur liée aux superstitions, à l'étouffement affectif et au manque d'expression personnelle. C'est la phase de synthèse. Dans ce contexte, il y a peu de place pour l'émergence de phénomènes d'emprise. Malheureusement, comme tout niveau de conscience, la conscience égocentrique est par la suite entrée dans sa phase de thèse, c'est-à-dire dans la phase pathologique. La conscience égocentrique est alors déconnectée du réel, elle continue à voir le monde de manière oppressante et manquant de liberté d'expression personnelle. Il y a alors dépendance ou rejet vis-à-vis de la force, de l'honneur, du pouvoir et du plaisir. Ces valeurs sont exprimées en dehors du libre arbitre et par conséquent de manière inverse, non intégrée et pathologique. Ceci débouche sur des problématiques telles que la soumission, le harcèlement, la corruption, etc. et bien sûr l'emprise. Bref, toutes sortes de comportements opposés aux valeurs de respect, de limite, d'honneur, de plaisir sain. Voyons maintenant les choses au niveau individuel. Un enfant, en évoluant, récapitule les niveaux de conscience de l'histoire de l'humanité. Nous intégrons dans un premier temps les valeurs de la conscience tribale qui nous apportent la sécurité affective. Ensuite, vers l'âge de 3 ans, peut-être avant ou après, notre conscience égocentrique se développe en passant par les phases d'antithèse et puis de thèse. Cela nous permet de nous sentir de plus en plus individualisés dans l'écoute de nos besoins, dans le respect de nos limites personnelles, dans la conscience de notre force et de notre pouvoir personnel. Malheureusement, par la suite, et même sans qu'il y ait eu des problèmes majeurs durant notre enfance, ce niveau de conscience commence à devenir pathologique. C'est la phase de synthèse. Les problématiques telles que la soumission ou la domination, l'absence d'égoïsme ou l'égocentrisme, le harcèlement et l'emprise apparaissent. Bien sûr, des traumatismes tels que les abus et la maltraitance aggravent encore le processus. Les phénomènes d'emprise sont répandus dans la population et au sein de nos diverses relations, à tel point qu'ils sont souvent inaperçus. Les phénomènes d'emprise vont dans les deux sens. C'est ainsi que vous pouvez être sous l'emprise de votre épouse et réciproquement. Ou alors vous pouvez être sous l'emprise de votre père et avoir votre fils ou votre animal domestique sous votre emprise. Les phénomènes d'emprise sont bien entendu présents dans toutes les relations toxiques à des degrés plus élevés. Il y a selon moi beaucoup de croyances erronées au sujet des causes de l'emprise. Je regarde ce qui est dit sur Internet en tapant quelques mots-clés autour des origines de l'emprise. Voici ce que je lis. Première citation trouvée.
Suite à l'intrusion d'un prédateur dans son psychisme, la personne sous emprise perd ses repères, son estime d'elle-même et son identité. Ceci semble affirmer qu'au départ, la personne sous emprise n'avait au préalable aucun problème. En réalité, la personne sous emprise avait déjà un terrain psychologique relativement affaibli, même si tout semblait aller bien en apparence. Elle avait déjà un problème latent d'estime et d'identité personnelle qui a été aggravé et donc révélé pour qu'elle en prenne conscience. Il n'y a pas de relation qui se noue par hasard. Deuxième citation trouvée sur Internet, l'emprise suggère une domination visant à exercer un pouvoir sur les agissements d'une personne. Cette domination se base sur la crainte et la culpabilité. En réalité, la domination se base dans un premier temps sur la dépendance affective de la personne sous emprise. S'il n'y avait pas de dépendance affective de la victime, celle-ci ne se serait pas laissée mettre sous emprise. Troisième citation trouvée, c'est non pas la victime d'emprise qui est malade, mais le lien dans lequel elle se trouve. Ce lien vient compenser une carence affective. Si on suit ce raisonnement, cela signifie qu'aucune personne n'est malade psychologiquement, car ce sont toujours les liens qui le sont. Ceci n'a pas de sens. Selon moi, une personne peut avoir des relations relativement saines avec beaucoup de monde et en même temps se trouver dans une relation d'emprise avec une autre personne. La personne n'est pas nécessairement malade, mais il est clair que le terrain de son esprit a permis une relation d'emprise. Le lien d'emprise ne vient rien compenser du tout. Il signifie que la personne est en dépendance affective et aussi en dépendance à la conscience égocentrique. Quatrième citation trouvée, dans certains cas, l'emprise psychologique est liée à des troubles de la personnalité, comme la sociopathie et la psychopathie, ou à une tendance à la perversion. Ok, ce sont des cas graves, mais à l'origine de ces troubles de la personnalité, on retrouvera la dépendance affective et une conscience égocentrique affaiblie. Cinquième citation trouvée, l'emprise peut avoir une origine traumatique, par exemple des personnes humiliées, maltraitées, abandonnées, etc. Lorsque le terrain de son esprit n'est pas assez sain, pour cause de nombreux conflits de valeurs, toutes les opportunités peuvent surgir pour être humilié, maltraité, abandonné et par conséquent traumatisé, et par la suite être mis sous emprise ou mettre d'autres personnes sous son emprise. Sixième citation trouvée, l'emprise est un phénomène de violence psychologique qui commence par une phase de séduction narcissique, une alternance de violence et de marques d'affection. Cette affirmation n'est pas tout à fait correcte selon moi. Une personne qui rentre dans le jeu de la séduction narcissique est une personne dont la conscience égocentrique n'est pas entièrement saine. Cette personne ne sait pas suffisamment mettre ses limites, ne sait pas suffisamment être égoïste de manière saine, etc. Dans ces conditions, cette personne est plus vulnérable à la séduction narcissique ainsi qu'aux alternances de violence et de marques d'affection. Ici encore, on pointe du doigt le bourreau, mais la victime est également responsable de cette situation. Elle a accepté de rentrer dans un jeu relationnel toxique et doit prendre en main sa propre évolution. Septième citation, la relation d'emprise génère une dépendance affective, matérielle et économique avec la personne violente. Pour moi, c'est faux, c'est la dépendance affective qui génère la relation d'emprise et non l'inverse. Cet épisode est terminé, merci pour votre écoute. Vous aurez compris que l'emprise, dans le sens que vous soyez sous emprise ou que c'est vous qui mettiez une personne sous votre emprise, est toujours une faille dans l'expression de votre pouvoir personnel et de vos limites. Cette faille repose, à son tour, sur la faille de la dépendance affective. Il n'y a pas de relation qui n'ait pas de sens, elles veulent toujours dire quelque chose. À vous de voir si vous souhaitez devenir un prince des ténèbres, et dans ce cas, il n'y a pas de raison de vouloir vous libérer de l'emprise que vous avez sur les autres, et aussi de celle que d'autres ont inévitablement sur vous. Par contre, si vous souhaitez participer activement à l'évolution de la conscience collective, faire évoluer votre libre arbitre et maintenir vivant l'archétype du guerrier, vous devez veiller à vous libérer de l'emprise. À très vite pour un prochain épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.